Statistique 3. Corrélation. La moyenne et les mesures de dispersion. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord ce que sont les mesures de dispersion et nous verrons ensuite comment calculer l'écart type et la variance. Commençons par une petite mise en situation. Marina planifie un voyage au Maroc. Elle désire visiter la ville de Marrakech pour ensuite se rendre dans le désert du Sahara. À la bibliothèque du quartier, elle consulte un article qui affirme que la température moyenne est de 24 degrés Celsius par une journée d'été très chaude, et ce, autant à Marrakech que dans le désert du Sahara. Elle fait sa valise en conséquence et n'apporte que des vêtements légers. Rendue à destination, Marina se procure un guide touristique du Maroc dans lequel on y montre un tableau des températures prises à chaque 2 heures pour ces deux régions, un 22 juillet. Voici les données. Observez bien les températures de la ville de Marrakech et celles du désert du Sahara. Qu'observez-vous? Eh bien, comme mentionné dans l'article lu par Marina, on voit que la moyenne des températures est la même pour les deux régions. Elle est de 24 degrés. Mais est-ce qu'à partir de cette information sur la moyenne, on peut conclure que les climats des deux régions sont semblables? Eh bien non. On remarque que les données sont beaucoup plus dispersées autour de la moyenne, dans le désert, que dans la ville de Marrakech. Et pourquoi dit-on qu'elles sont plus dispersées? C'est parce que les écarts entre les températures et la moyenne sont beaucoup plus importants dans le désert que dans la ville de Marrakech. Par exemple, ici, l'écart entre 5 degrés et 24 degrés est de 19 degrés. 24 moins 5 donne 19. L'écart entre 9 et 24 est de 15 degrés. Si on calcule tous les écarts, eh bien, on obtient ceci. Vous voyez, donc dans l'ensemble, les écarts sont beaucoup plus élevés dans le désert que dans la ville de Marrakech. Alors, est-ce que Marina a eu raison de ne se fier qu'aux moyennes des températures pour choisir les vêtements à apporter? Eh bien non, on voit qu'il est essentiel de connaître, en plus de la moyenne, la variation des températures pour bien décrire un climat. Cet exemple nous fait réaliser la chose suivante. Bien que très informative, la moyenne ne suffit pas à elle seule pour décrire de façon suffisamment précise une distribution, c'est-à-dire une série de données. Nous avons également besoin de connaître à quel point les données sont dispersées ou étalées autour de la moyenne. Pour répondre à ce besoin, les mathématiciens ont créé les mesures de dispersion qui nous servent à quantifier l'étalement des données autour de la moyenne, c'est-à-dire à décrire cette dispersion par une valeur. Voici les principales mesures de dispersion: l'étendue, l'écart moyen, l'écart type et la variance. Vous connaissez déjà l'étendue. Nous verrons la définition de l'écart moyen, mais nous nous attarderons davantage aux deux mesures de dispersion les plus utilisées, soit l'écart type et la variance. Dans les capsules suivantes, nous verrons comment calculer la cote standard d'une donnée, que l'on nomme également la cote Z. Nous verrons la corrélation linéaire, qui décrit le lien entre deux variables, et nous verrons également la droite de régression. Tout au long de la capsule, nous compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Calcul de la variance et de l'écart type d'une distribution. Comme mentionné dans l'introduction, notre objectif, c'est de décrire par une valeur la dispersion des données autour de la moyenne. La variance et l'écart type seront donc deux statistiques utilisées
pour décrire cette dispersion. Alors, voyons comment calculer la variance et l'écart type. Nous allons prendre l'exemple de la distribution de température de la ville de Marrakech pour démontrer la formule. La première idée des mathématiciens pour calculer la dispersion des données était de calculer la moyenne des écarts à la moyenne. Dans l'introduction, j'ai écrit les valeurs des écarts à la moyenne, ce qui donnait ceci. Donc, l'idée, c'était de calculer la moyenne de ces valeurs. Alors, plus la moyenne de ces valeurs serait élevée, plus les données seraient dispersées, tout simplement, ce qui est très logique. Alors, on va bâtir un petit tableau. On va placer les données dans la première colonne. Alors, notez bien que XI représente les données. I varie ici de 1 à 12 parce que nous avons 12 données dans la distribution. Par exemple, le X1 représente la première donnée de la distribution qui est 18. X2 représente la deuxième donnée qui est 19 et ainsi de suite jusqu'à X12 qui représente la 12e donnée qui est 28. Alors, on place ces données dans la première colonne. Ensuite, à votre avis, comment faire pour calculer l'écart? Eh bien, c'est en prenant la différence entre la donnée et la moyenne. Donc, dans la deuxième colonne, on effectue la donnée moins la moyenne. Ce qui donne pour la première donnée moins 6, et ainsi de suite. Or, n'effectuer que la différence fait en sorte que le résultat peut être négatif. Si nous cherchons l'écart à la moyenne, nous cherchons des valeurs positives. Alors, que manquerait-il ici à cette opération? Une valeur absolue. Il faudrait prendre la valeur absolue de chacun des résultats pour obtenir l'écart, ce qui nous donnerait ceci. Et pour calculer la moyenne de ces résultats, on calculerait la somme de ces résultats et on diviserait par le nombre de données. Donc, mathématiquement, la formule donnerait ceci. Somme, symbole que vous connaissez déjà, lettre grecque sigma qui signifie la somme de toutes les valeurs absolues de xi moins x bar représentant la moyenne, tout ceci sur n qui représente le nombre de données totales. Cette formule, c'est la formule de l'écart moyen. Cette formule est simple et logique. Cependant, une formule contenant des valeurs absolues se prête mal au calcul algébrique. Alors, c'est la raison pour laquelle on utilise très peu souvent l'écart moyen pour calculer la dispersion. Nous allons donc effacer la formule de l'écart moyen, car nous n'allons pas l'utiliser dans cette capsule. Comme solution de rechange, les mathématiciens ont remplacé les valeurs absolues ici. Ils ont plutôt décidé d'élever le résultat au carré pour éliminer le signe négatif de la différence. Alors, ceci va nous amener à calculer la variance. Donc, si on élève au carré chacun des résultats de la soustraction, on obtient ceci. Donc, on va plutôt effectuer la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ceci nous donne la formule de la variance. Alors, la variance, dont le symbole mathématique est S au carré, s'écrit comme suit. La somme de tous les xi moins x bar au carré sur, et ici plutôt que de diviser par le nombre de données pour calculer la moyenne, puisque les données représentent un échantillon, on s'est rendu compte que de diviser par le nombre de données moins 1
constituait une meilleure estimation de la variance de la population. Donc, pour un échantillon, lorsque vous avez un petit nombre de données, vous faites la somme des résultats et vous divisez par le nombre de données moins 1. Voilà. Alors, c'est notre première formule, la formule de la variance pour un échantillon. Alors, si on continue le calcul ici, si on fait la somme de ces données, ça nous donne ceci. Ça nous donne 150. Donc, le calcul de la variance ici donnerait 150 divisé par 12 moins 1. 150 divisé par 11, ce qui donne 13,63 périodiques. Donc, en arrondissant au dixième près, par exemple, 13,6. Quelles seraient les unités de mesure de la variance? Eh bien, puisque les données sont en degrés Celsius, la différence est en degrés Celsius, mais lorsqu'on élève au carré cette différence, on obtient des degrés Celsius au carré, n'est-ce pas? Or, des degrés Celsius au carré ne signifie pas quelque chose de très concret. Donc, pour contourner le problème, on s'est dit, on va prendre la racine carrée de la variance. Donc, on va retrouver des degrés Celsius. On a alors créé la formule de l'écart-type comme suit. L'écart-type, le symbole est S et la formule est la suivante. Racine carrée de la somme des xi moins x bar au carré sur n moins 1. Toujours pour un échantillon. Pour une population, on va voir que la formule est un petit peu différente. En d'autres mots, l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Calculons l'écart-type pour notre distribution. L'écart-type sera égal à la racine carrée de la variance, donc racine carrée de 13,63 périodiques, qui donne 3,6927 et ainsi de suite. Donc, en arrondissant au dixième près, 3,7 degrés Celsius. Voilà. Alors, pour récapituler, pour calculer la variance et l'écart-type, on se fait un petit tableau, on place les données, on effectue la différence entre la donnée et la moyenne, on élève le tout au carré, on additionne les résultats et on divise par le nombre de données moins 1. Ceci nous donne la variance et pour l'écart-type, on prend la racine carrée de la variance. Voilà. Allons maintenant inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Pour un échantillon, la formule de la variance, S au carré égale sommation des xi moins x bar au carré sur n moins 1. L'écart type S égale racine carrée de sommation des xi moins x bar au carré sur n moins 1, où xi représente la ième donnée, x bar représente la moyenne et n minuscule représente le nombre de données. Et pour une population, eh bien, c'est sensiblement la même chose, sauf pour le dénominateur. Dans le cas d'une population, on divise par le nombre total de données, qui est représenté par la lettre N majuscule. Et d'autres symboles changent également lorsqu'on parle d'une population. Le symbole pour la variance devient sigma au carré et le symbole représentant la moyenne devient mu, qui est une lettre grecque. Donc, voici la formule de la variance pour une population et de l'écart-type, qui devient sigma, qui est égal à la racine carrée de l'expression de la variance. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et nous allons ensuite calculer la variance et l'écart-type des températures du désert.
Calculons maintenant l'écart type des températures notées dans le désert du Sahara. Alors, voici les données. La moyenne est toujours de 24 degrés Celsius. On remplit le tableau. Donc, 5 moins 24, 9 moins 24, et ainsi de suite. Je vous laisse poursuivre les calculs et, à l'aide de la formule inscrite sur votre feuille résumée, calculer la variance et l'écart type de cette distribution. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors, pour le désert du Sahara, la variance donne 190,45 périodiques degrés Celsius au carré et l'écart type, en prenant la racine carrée de la réponse, nous donne 13,8 degrés Celsius. Alors, si on compare les données, on a 24 degrés Celsius comme moyenne pour la ville de Marrakech, 13,6 degrés Celsius au carré pour la variance et 3,7 degrés Celsius pour l'écart type, alors que dans le désert du Sahara, toujours avec une moyenne de 24 degrés Celsius, nous avons une variance de 190,45 degrés Celsius au carré et un écart type de 13,8 degrés Celsius. Alors, en comparaison, ceci veut dire que les températures du désert du Sahara sont beaucoup plus dispersées que celles de la ville de Marrakech. Alors, lorsque vous voulez comparer deux distributions, vous pouvez utiliser soit la variance ou soit l'écart type pour effectuer la comparaison. Ça n'a aucune importance. Cependant, on utilise plus souvent l'écart type puisque les unités de mesure sont les mêmes que les données. Voilà. Donc, on en conclut la chose suivante, c'est que plus la variance est grande, ou plus l'écart type est grand, plus les données sont éloignées de la moyenne. En contrepartie, plus la variance est petite, ou plus l'écart type est petit, plus les données sont concentrées autour de la moyenne. Voilà. Voici maintenant quelques exercices. Exercice 1. Julie, enseignante, transcrit les notes de l'examen final des étudiants de ces deux groupes. En observant les résultats, qui représentent une note sur 100, lequel des deux groupes semble afficher un plus grand écart type? Vérifiez votre hypothèse en le calculant pour chacun des deux groupes. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Pour le groupe A, la moyenne donne environ 65,7%. Voici le calcul pour la variance. La somme des carrés des écarts à la moyenne donne 3740,1. En divisant par n-1, qui est 9, on obtient 415,56 périodiques. Et en prenant la racine carrée de ceci et en arrondissant au dixième près, on obtient 20,4%. Donc, voici l'écart type du groupe A. Pour l'écart type du groupe B, pour la moyenne, 65,7%. Cependant, l'écart type est de 5,8. Donc, c'est le groupe A qui affiche un plus grand écart type. Voilà. Exercice 2. Deux machines fabriquent des clous. Elles fabriquent toutes deux 50 clous par minute. De la dernière production, on forme un échantillon de 11 clous, et ce, pour chacune des deux machines. On note les longueurs des clous en millimètres. Voici les résultats. La question. Selon les résultats de ces échantillons, laquelle des deux machines semble la plus stable? Afin de simplifier les calculs, arrondissez le résultat du calcul de la moyenne au dixième près. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, la machine dont les résultats sont les moins variants est la machine la plus stable.
On choisira donc la machine dont l'écart type des résultats est le moins élevé. Et petite note, on pourrait également comparer les variances. Donc, calculons l'écart type pour les résultats de la machine A. Ça nous donne 0,4 mm et l'écart type pour les résultats de la machine B, la moyenne 20,6 mm et le calcul nous donne 0,9 mm. Donc, puisque l'écart type des résultats de la machine A est inférieur à l'écart type des résultats de la machine B, la machine A semble la plus stable. Voilà. Dernier exercice, on a recueilli les fréquences cardiaques au repos auprès de 2 groupes d'individus participant à un programme d'entraînement hebdomadaire. Voici les résultats. Les résultats sont présentés sous forme d'un diagramme à tige et feuille. Lequel des 2 groupes est le plus homogène en ce qui a trait aux fréquences cardiaques de ses membres? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 3. Lorsque l'on demande lequel des 2 groupes est le plus homogène, eh bien, homogène signifie les résultats à peu près semblables. On cherche donc le groupe dont la distribution possède le plus petit écart type. On calcule l'écart type pour le groupe A. Tout d'abord, la moyenne 49,75 battements et l'écart type 9,0 battements. Et pour le groupe B, on calcule tout d'abord la moyenne 52,75 battements et l'écart type pour le groupe B 8,4 battements. Donc, puisque l'écart type du groupe B est inférieur à l'écart type du groupe A, le groupe B est plus homogène en ce qui a trait à la fréquence cardiaque de ses membres. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé, les formules de variance et d'écart type pour un échantillon et les formules de variance et d'écart type pour une population. Et on peut ajouter le petit résumé suivant. Dans le premier cas, les données sont plus concentrées autour de la moyenne et on parlera donc d'une distribution plus homogène ou moins hétérogène, plus stable, moins variable, plus constante, etc. Alors que lorsque la variance et l'écart type sont élevés, les données sont plus dispersées autour de la moyenne, la distribution est moins homogène ou plus hétérogène, moins stable, plus variable, moins constante. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.